Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là parmi vous ce soir. La présentation que je vous propose, c'est le ZeroConf appliqué au module, ou comment modulariser ses applications sans augmenter sa consommation d'aspirine. Alors, faut savoir que c'est un titre putaclic que Olivier m'a demandé de faire il y a un an de cela. Mais je vous laisserai me dire à la fin si c'est vraiment putaclic ou finalement on n'était pas si loin de la vérité. Pour commencer par une petite note un peu égocentrique, on va parler de moi. Donc, Quentin Moudru, j'habite à Lyon, j'aime beaucoup Android IoT, l'IoT, l'Internet of Things, et puis les spaghettis. Généralement, c'est quelque chose qui va relativement bien ensemble. Je suis architecte technique au groupe SEB, dont le siège est à Écully, pas loin de Lyon. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Twitter au tag données. Ceci dit, si vous cherchez quelqu'un qui partage beaucoup sur Android, non, c'est pas vrai. Sur mon Twitter, j'ai énormément de conneries et pas grand-chose de technique ou d'insensément intéressant. Vous êtes prévenus. Commençons. Alors, au sommaire pour ce soir, nous avons une introduction qui va être relativement longue parce que pour cette solution, c'est important de comprendre notre contexte, d'où on vient et finalement quels étaient nos problèmes pour qu'on soit arrivé à cette solution en question. Après, on va faire un petit passage, une petite étape au niveau du cheminement de pensée qu'on a pu faire, qu'on a pu avoir, et puis la solution. Le talk devrait durer 40-45 minutes, on a pris un peu de retard. Je vais éviter de trop accélérer parce que ça pourrait devenir pas spécialement compréhensible. Ceci dit, j'ai le chat d'afficher en dessous, donc je peux essayer de le lire en même temps, mais idéalement, les questions, j'y répondrai plutôt à la fin. Juste pour être sûr que j'ai bien un retour sur le chat, là, est-ce que vous pouvez mettre un oui ou un pouce comme ça là dans le chat pour être sûr que je suis bien synchro? Good, parfait. Merci le Colosse. Allons-y. Petite intro un petit peu longue. Le contexte. Euh, Groupe SEB, départ en 2014. On commence à faire des apps natives. Aujourd'hui, alors je vais pas les derniers chiffres en toute honnêteté, on a passé la milestone du million d'utilisateurs l'année passée. Puis bon, le Covid étant passé par là, ça a augmenté. Je vais parler de combien, mais bon, voilà, on sait à peu près où on en est. Nos apps sont disponibles dans une vingtaine de pays. On a une app par gamme de produits et on a beaucoup de produits. Donc globalement, on a une vingtaine, une trentaine de déclinaisons d'apps. Et parmi ces produits, on a des petites spécificités. On a certains qui sont connectés en BLE ou en UC, donc on va avoir du machine to machine, des petites choses assez sympathiques qui sont intéressantes d'explorer, mais qui sont aussi compliqués de maintenir ou de développer parfois, et surtout quand on suit les différentes évolutions du SDK Android avec des petites permissions par-ci par-là, là, on n'est pas toujours très content. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître sur le point suivant. On a des roadmaps chargés qui sont cadencés par les sorties produits, donc il faut réussir à se glisser dedans et puis à maintenir le rythme de marche. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de ressources. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est très important pour la suite. Parce que du fait de tous ces paramètres, finalement, très tôt dans la construction de nos apps, on s'est dit il faut modulariser. Finalement, entre là pour la gamme de produits B et la gamme de produits C, on va avoir beaucoup de choses qui sont en commun, des fonctionnalités comme le compte utilisateur, les données légales, la gestion des cookies. Euh, il y a une liste relativement longue, hein. J'ai parlé aussi de connectivité, la gestion du BLE, comment appairer son produit. Facilement une bonne quinzaine de modules sortent de cette initiative et ça nous permet finalement de maintenir ce rythme de développement, de sortir des applications sans avoir à redévelopper from scratch parce que de toute manière, on ne serait pas capable humainement pour chaque gamme de produits et de redévelopper une app et d'être dans les contraintes de délai qui nous sont imposées. Donc, la modularisation, c'était un passage obligé. On a plusieurs architectures de modules, globalement parce qu'on a différents types de modules et il y a des modules qui sont très spécifiques. Je pense à la gestion des temps et des notifications qui peuvent impliquer un foreground background, un foreground service, je vais arriver, ou un background service, pareil pour la com. Et à côté de ça, on a plutôt des modules qui sont relativement simples,
qui vont aller chercher du contenu, appliquer un peu de business logique et puis éventuellement proposer une vue. C'est un peu ce que je vous montre là. C'est une conception très très simple. Un repository, une façade et une view optionnelle qui est adossée. Pourquoi intégrer la view? Ça nous permet d'avoir une verticale complète à intégrer dans nos apps. Ce qui fait que, par exemple, je ne sais pas, sur la gestion des cookies, je commence à développer un projet, je sais que ce pan fonctionnel-là, je n'ai pas à adresser. J'importe le module, je fais les efforts d'intégration, et puis du coup, j'ai ma gestion des cookies qui est faite et j'en parle plus. Avec des petites options, bien sûr, de configuration sur le thème et des petits paramètres comme ça qui vont bien. Alors ça, c'est le module à l'origine. Ceci, ils avaient quand même quelques défauts. Au début, ça n'en était pas, mais on verra que ça a eu un impact très fort dans nos développements. C'est que on est parti sur le fait que pour démarrer ces modules, on avait besoin de l'ensemble des paramètres qui s'allaient consommer par la suite. Donc, je sais pas, par exemple, on parle de l'API key, on parle de la langue, on parle des préférences, de l'ajout des headers dans le HTTP client. Ce genre de choses, il fallait avoir l'entièreté de l'information pour démarrer le module. Donc, c'est pas forcément grave, mais il se trouve que l'intégralité ou la quasi-totalité du contenu qu'on charge dans nos apps, on va le chercher sur des serveurs. On a quasiment zéro contenu dans nos apps, à l'exception d'un fichier de config d'initialisation qui va avoir les informations de base, type API key, choix d'environnement et la charte. Et encore, je ne suis même pas sûr du dernier paramètre, là, pour être tout à fait franc. Au début, c'était pas un problème parce qu'au tout début, on n'avait qu'une seule plateforme, on la maîtrisait, on n'avait pas de service tierce, on avait un périmètre fonctionnel qui était relativement bien maîtrisé, donc on contrôlait bien ça. Par contre, au fil des années et du temps, on a eu de plus en plus de services, on a eu des partenariats, on s'est connecté à d'autres plateformes, on a intégré d'autres systèmes comme celui de Salesforce, par exemple, et du coup, on s'est trouvé à avoir de plus en plus d'éléments de connexion à apporter dans notre app. Et donc, potentiellement, de plus en plus de modules, parce que, encore une fois, on avait plusieurs applications de sortie et il n'était pas spécialement question de redévelopper les mêmes fonctionnalités pour nos différentes apps. Donc, voilà, on a commencé par une configuration locale qui est devenue une configuration remote. Ensuite, un système qui permettait de paramétrer la région en fonction de l'emplacement de l'utilisateur, ajouter de la sélection de produits, un compte utilisateur, de la connexion IoT. Bref, vous comprenez, un bon petit paquet de trucs. Donc si on résume globalement, au départ, on avait quelque chose de très très simple comme séquence de démarrage. L'app se lance, on va chercher une conf locale, on la lit, page principale. C'est gagné, on a fait le maximum de l'effort, on est prêt, pas de difficulté. Il y a quelques années, la vérité, elle a un peu changé. On lance toujours l'app, ça n'a pas spécialement changé. On va toujours chercher une conf locale, il faut un point de démarrage. Par contre, on se trouve à charger déjà un peu plus de trucs. Alors là, la liste, encore une fois, n'est pas exhaustive, mais ça donne une idée. On a plein d'étapes intermédiaires avec des données qu'on va chercher à l'extérieur et du coup, du délai d'attente potentiellement. Et surtout, ce qui n'est pas représenté là, pour des raisons de simplicité, c'est que cette initialisation de démarrage, cette orchestration de démarrage, c'est un graphe. C'est-à-dire que j'ai chargé ma conf locale, ça ne change pas. Ensuite, je vais chercher ma remote. Ok, très bien. Mais en fonction de la configuration de ma remote, je vais feature flaguer mon application déjà. En fonction de la version de mon API, je vais avoir des fonctions qui sont activées ou non. Ensuite, en fonction du choix de la région de l'utilisateur, je vais également avoir du feature flagging qui va s'ajouter à ça. Ensuite, en fonction du produit que je vais choisir, si j'ai la possibilité de le choisir, d'ailleurs sur certaines régions, je ne peux pas choisir mon produit, je vais pouvoir choisir des accessoires en plus. Et si c'était un produit Connect, je vais entrer sur un float pairing. Alors, soit un float pairing BLE, soit un float pairing IoT. Et si c'est un float pairing IoT, du coup, il faut créer un compte utilisateur ou se connecter. Bref, une arborescence comme ça qui se trace et qui fait qu'on a un système d'initialisation qui commence à être sacrément costaud. Et conséquemment, particulièrement difficile à gérer et à entretenir. Insérer un nouveau composant, ça devient difficile. Conséquemment, la maintenance, elle devient plus chère.
Les modules, du coup, on ne sait plus quand est-ce qu'on peut les initialiser, parce que vu qu'on a besoin de toutes les informations obligatoires en entrée pour l'initialisation, si on doit attendre, je ne sais pas, l'étape 4 de la séquence, potentiellement, on ne le sait pas vraiment, ou alors il faut plonger dans le code pour bien comprendre quand est-ce qu'on a les paramètres disponibles. Cette complexité, ça fait que bah, globalement, plus personne n'a envie d'y toucher et encore moins d'y réécrire parce que c'est trop compliqué, trop d'efforts. Encore un petit truc en plus, c'est que le fait d'avoir passé tous ces paramètres à l'initialisation, ben, j'ai créé un cache intermédiaire. Du coup, il faut que à des moments clés, quand des données changent sur certains modules ou sur certaines sources de vérité, il faut que je les resynchronise avec le reste. Là encore, ça fait faire, toute une séquence dans l'app, potentiellement de redémarrage de certains des composants ou de l'ensemble de l'app si vraiment il y a trop de flags qui ont changé. Un petit enfer, créé sur mesure quoi, accumulé au fil du temps. Bien évidemment, on a plein d'éléments de tracking dans l'app. Alors rassurez-vous, on traque très peu les utilisateurs. On est extrêmement respectueux de ce côté-là. Je trouve qu'éthiquement, on est plutôt pas mal. Bon, forcément, je bosse pour la boîte, je vais pas vous dire le contraire, mais je pense qu'honnêtement, on n'est pas dégueulasse. Ceci dit, sur les crashs et sur les erreurs, on a un suivi, qu'on essaie d'être assez rigoureux et avec cette cette accumulation de services, on avait des signaux faibles qu'on n'arrivait pas à rattacher. Des fois, on avait des commentaires utilisateurs qui nous disaient «Moi, j'arrive pas à accéder à tel écran» ou «Mon app, là, il a crashé, j'ai pas compris pourquoi». Et puis même dans les remontées de crash, des fois, on avait des null pointer exception ou équivalents qui arrivaient à des endroits improbables parce que pour arriver à tel écran ou à telle feature, et ben, finalement, tu avais forcément passé par 2-3 features avant qui faisaient que ben, ça devait être initialisé, quoi. Donc on s'est bien gratté la tête et puis, finalement, on a oublié quelque chose d'essentiel au fil du temps. C'est que, Android, l'app, il la prend, il la jette, comme il veut. Il en a rien à faire et il a certainement raison. Le fait est que, par contre, parfois, quand il redémarre l'app, il redémarre pas, sur votre première activité, mais sur la dernière qui a été ouverte et du coup, les dépendances qu'il pouvait y avoir, qui étaient, configurées précédemment, on va pas les retrouver. Et donc ce flot de configuration qu'on avait, qui était cadencé justement sur certains écrans ou sur certaines actions, on l'avait plus. Et donc quand l'utilisateur arrivait sur ces écrans, il avait un écran au mieux à moitié initialisé, complètement bancal, ou au pire, qui marchait pas et qui allait crasher. Donc là aussi, encore un problème qu'il fallait, absolument, trouver des solutions, auquel il fallait absolument trouver des solutions. Petit disclaimer, je pense que c'est très important pour ce side. Ce que je vais vous présenter, c'est une solution pour nos problèmes. Mais il y a de fortes chances que ça soit pas la solution. Et encore plus que ce soit pas forcément la solution pour vos problèmes. Par contre, c'est peut-être une histoire qui va vous inspirer ou vous allez vous reconnaître. Allez, petit moment de réflexion. Donc c'est un peu tard pour le café, donc je vous le déconseille, à part si vous voulez passer une nuit encore un peu longue. Deux objectifs. Si on fait notre liste au Père Noël, en quoi ça consiste? On aimerait avoir des composants qui soient utilisables immédiatement, sans vérification préalable. Donc on se débarrasse un peu de toute cette configuration, tous ces prérequis, parce que finalement, on a trop de choses qui se baladent dans l'app, on n'a pas le temps de vérifier ce qui se passe. Il faut plus de disponibilité, plus d'efficacité, moins de réflexion. On veut des données toujours à jour, donc une plus grosse proximité avec les sources de données, les sources de vérité. Supprimer ou minimiser les problématiques d'orchestration. Ça ne finira jamais de grandir, on aura toujours de nouvelles features et de nouvelles demandes qui seront faciles ou non intégrées dans le flot existant, voire même complètement le remanier. Donc il faut un système plus efficace. Pourquoi pas une capacité à brancher, débrancher dynamiquement un module. Vu qu'on a du feature flagging, pourquoi pas que quand on passe un flag à false, eh ben, on peut complètement déconnecter un pan de nos fonctionnalités sans contre-coup ni risque. Et alors, cerise sur le gâteau, ça serait pas mal si c'était facile à expliquer, à comprendre. Ça, du coup, c'est vous qui allez répondre à la fin pour savoir si cette histoire a été facile à appréhender ou alors ça reste un sacré bordel. Bon, cherchons un peu la vérité. Pour nous connecter aux sources de vérité, le plus évident, en tout cas ce qui nous a paru, c'était créer des flux de communication. Donc, essayer de prendre la source, la destination, en l'occurrence probablement nos repositories ou les data sources des repositories, et y mettre des tuyaux, des connecteurs.
Petit souci, on parle de modules, donc les modules par rapport aux uns aux autres, ils n'ont pas d'interdépendance, ils ne se connaissent pas. Donc déjà, ça devra certainement circuler par l'app, par celui qui va faire l'implémentation de ces modules. Du coup, très bien, on représente ces flux de communication par un contrat d'interface, qui sera certainement consommé par la data source et peut-être d'autres petits curieux dans notre histoire, qui va nous permettre donc de supprimer ces caches intermédiaires. Donc plus de synchronisation, déjà un peu moins de mal de tête. Et vu que ces contrats ils sont articulés autour d'une promesse, par exemple, je te promets à un moment donné de te fournir l'API key, mais là pour l'instant je ne l'ai pas, mais je te dis que j'ai fait le boulot pour te la fournir quand tu la demanderas ou à un moment dans l'histoire de mon application. J'ai plus besoin d'attendre, d'avoir ces paramètres, donc je peux directement obtenir les instances de mes services, de mes modules, pour pouvoir commencer à les exploiter. Bon, elle est cool cette liste, hein, elle est chouette. Le truc, c'est que si chacun de ces modules décide de créer, d'avoir une dizaine de flux différents pour être pilotés et pour être démarrés, ça va être compliqué. Ça va être sacrément compliqué. L'implémentation, elle va être lourdingue. On va pas s'en sortir. D'autant plus que parmi nos modules, on a quand même un grand nombre de paramètres qui sont communs entre les autres, puisqu'ils consomment à peu près les mêmes services ou se connectent sur la même plateforme. Qui plus est, certains modules vont dépendre d'informations produites par d'autres. Donc ce petit côté séquencement, finalement, j'ai besoin que le module A ait sorti ces informations ou ait traité ces informations pour que B, C et D puissent fonctionner, et puis E, il attend les informations de A, C et D. Donc ces flux de données, si je dois à chaque fois les réimplémenter dans mon app, je vais toujours me taper une partie de cette complexité-là. Donc il faut absolument que je trouve un moyen d'amoindrir cette charge d'implémentation de modules. Ok, est-ce que vous me suivez toujours là? Je vous propose une petite pause sur une code de Jack Wharton, qui n'a absolument rien à voir avec notre boulot, mais ça permet un peu de s'aérer l'esprit là. Euh, où il parle de pourquoi c'est important d'être payé quand on travaille, et finalement, c'est bien d'être bien payé pour croire en ce qu'on pense. Vous me direz si vous pensez que cette quote, elle a du sens, ou alors non, non, on peut travailler pour des cacahuètes, l'important c'est d'être passionné. Certains d'entre vous dans le chat connaissent déjà mon point de vue là-dessus. Allez, la suite. La solution. On commence par la gateway. La gateway, on a dit que c'était une interface. Là, voilà. Là, ça, c'est une gateway. C'est une gateway, en l'occurrence, pour le module qui va nous fournir la configuration en remote. Cette chambre, bah, c'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut une API key, une base URL, une version, puis un package name. Bon, ça n'a pas l'air trop sorcier. Donc tout ça, vu que c'est une interface, il faut un moment ou un autre que j'implémente dans l'app. Je peux faire cet effort, j'implémente mes flux. À un moment, je vais charger dans mes flux les valeurs de ces différents champs quand je les aurai. Là, visiblement, tous ces champs, je peux les obtenir localement, donc j'aurai pas trop de difficultés. Ensuite, la partie du code qui est en dessous, c'est extrait directement d'une data source qui fait partie du repository du module en question. On voit qu'il y a la partie init et puis il y a une méthode qui permet d'obtenir la configuration en question. Si on regarde un peu plus en détail sur cette configuration, la partie la plus intéressante, c'est celle qui est encadrée en rouge. À savoir, on a un opérateur qui a un combine latest to single, mais qui est finalement, c'est un combine latest derrière, hein, qui transfère ça dans un single, mais c'est un opérateur combine latest. Il n'est pas plus compliqué. Le combine latest, qu'est-ce qu'il fait? Il attend d'avoir un événement pour chacun des flux qui sont demandés avant d'exécuter le bloc qui lui est passé. Donc là, globalement, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, j'ai besoin que le flux qui représente une retrofit interface, il me balance un événement, et que la gateway, que l'élément gateway qui doit me renvoyer une API key ait également émis un événement avant de pouvoir compléter le bloc qui suit, à savoir récupérer la configuration, faire l'appel réseau en lui-même. Pour retrofit interface, c'est également un flux, il n'est pas dans notre API key, mais il est juste au-dessus. En gros, je construis mon interface retrofit avec les différentes données des flux qui sont au-dessus, qui viennent également de ma gateway. Donc je vais avoir deux étapes dans mon appel. Grosso modo, bam, mon application, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a émis les différents événements dans ma gateway. Du coup, retrofit interface,
Il a reçu ces différents petits événements, ça veut dire qu'il peut résoudre son appel. Résoudre son appel, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça build retrofit avec l'HTTP client. Du coup, ma retrofit interface, mon flux a également un flux dedans, également un event dedans. Je retourne sur ma configuration. Ma configuration peut également résoudre son appel puisque tous ces flux ont émis un événement. Je fais mon appel réseau. C'est un peu difficile à suivre. Rassurez-vous, je reviendrai là-dessus à la fin sur un gros schéma explicatif, là aussi animé pour recontextualiser ça. Il y a un usage des RIX, ceux qui ne sont pas familiers avec ces technologies, je m'en excuse, mais globalement, il faut vraiment voir ça comme des tuyaux, et dans ces tuyaux circulent des petites informations, à savoir des différentes valeurs qui sont exposées là. C'est des type alias là, sur des strings, hein, grosso modo. Et j'attends d'avoir tous ces événements pour construire ensuite la suite de mon histoire. Ce qui fait que quand je subscribe sur mon appel à get configuration, si j'ai pas l'information, je suis juste mis en attente. Et ensuite, l'appel est résolu quand les événements passés dans ma gateway ont été mis par mon app. Ce qui me permet du coup, comme je disais, de récupérer ma conf. Ok, deuxième élément. Deuxième élément, c'est l'autobus. Alors l'autobus, quand je dis ça, ça parle absolument pas. C'est un petit truc qu'on a créé nous-mêmes, mais en fait, ça n'a absolument rien de sorcier. C'est un bus de données. Un bus de données, c'est simplement un tuyau qui prend des données en entrée et qui la distribue à tous ceux qui sont connectés dessus. En l'occurrence, ce bus de données, il ne permet pas d'accepter n'importe quel type de données, il permet d'accepter des paquets. On verra dans le slide d'après ce que c'est un paquet, mais c'est un objet extrêmement simple. Pour se connecter à ce bus, il faut être un passager. Et en gros, un passager, c'est aussi une petite interface très basique. Ceci dit, le passager, il a un devoir à remplir dans son contrat, c'est qu'il doit s'identifier. Et l'identification, elle se passe par finalement l'envoi d'un message qui dit « Moi, je suis la gateway du mode configuration, par exemple. J'ai besoin d'un paquet qui me sert à initialiser mes valeurs, à savoir un paquet de local configuration. Et je suis capable de fournir des paquets de configuration remote. » Voilà, j'ai déclaré mon service est sanctifié, il sait dire ce qu'il sait produire, et ce qu'il sait produire, ce qu'il sait consommer, excusez-moi, et ce qu'il sait produire. Du coup, ce bus, si je commence à brancher mes différentes gateways dessus, quand elles vont se connecter dessus, elles vont toutes s'identifier les unes aux autres, et elles vont finir par toutes se connaître. Et vu que ces gateways se connaissent, et est-ce qu'elles sont en capacité de savoir ce qu'elles produisent, ce qu'elles consomment, et bien quand une gateway va se connecter sur le bus, et que à dire, ah ben moi, pour fonctionner, j'ai besoin d'un paquet remote. Et que j'avais ma ma gateway de configuration qui était bien branchée, automatiquement, elle va fournir ce paquet de remote. Et donc, tout simplement, cette nouvelle gateway, pour mon deuxième module, elle va être initialisée automatiquement sans que j'ai besoin de faire un travail supplémentaire. De la même manière, quand je vais avoir un changement de valeur, par exemple, ma remote configuration a changé, eh ben, il y a un paquet qui va de nouveau être publié sur le bus et qui va propager de nouveau cette nouvelle valeur qui va remplacer et réalimenter toutes mes gateways. Les paquets. Les paquets, c'est super simple. Le but premier, à l'origine, en fait, on avait peur en créant un bus de données, qui était finalement de se dire, ben, je vais avoir un bus de données, je vais tenter de mettre n'importe quoi dedans. Et si je mets n'importe quoi dedans, je vais avoir du mal à suivre ce qui se passe dedans. Donc on s'est dit, ben, très bien, on va créer un formalisme minimum. En l'occurrence, une interface qui s'appelle Packet. Et cette interface, elle demande juste une petite identification, donc un petit champ avec un attribut obligatoire qui permet d'identifier la source. Généralement, systématiquement, les paquets l'implémentation de ceux-ci sont sous forme de data class, ce qui nous permet de faire deux choses très simples. Déjà, d'avoir un opérateur d'égalité immédiatement disponible, et en plus, d'avoir une déclaration qui est simplifiée, et en passant des vals, du coup, ils sont immutables, donc il n'y a pas de risque de petites manipulations ou de problèmes de threading qui pourraient arriver en histoire. Enfin, on espère. Et ces paquets, on les classe dans deux catégories. Une catégorie core, qui est finalement la définition des paquets qui sont consommés par
la quasi-totalité de nos modules et cette définition, elle est externalisée de nos projets. Hem, oui, l'externaliser de nos projets et du coup, si on doit les modifier, il faut prendre le temps justement de consulter tout le monde pour savoir si c'est une modification cassante. Parce que forcément, par contre, même si on n'a pas de coupling entre nos modules, on a un coupling au niveau de la définition de nos paquets. En tout cas pour la partie autobus. Et sur le SP, on peut avoir des paquets qui sont produits par un module en particulier, qui ne sont pas consommés par d'autres, mais qui peuvent être consommés par l'app en elle-même. Parce que l'app peut également avoir des besoins ou une possibilité d'exploitation supplémentaire. Et donc, ça peut être très intéressant pour elle aussi d'utiliser les autobus pour configurer ses services locaux. Donc tout ce système, là, toutes ces briques, elles se connectent entre elles et elles créent un système qui roule relativement bien. On profite pleinement de ces composants finalement pour, je le rappelle, avoir des gateways qui vont se connecter sur le bus. Ces gateways sont des passagers, donc elles vont s'identifier, diffuser de l'information, automatiquement en récupérer et automatiquement en fournir à d'autres si elles en ont besoin. Donc j'ai un truc qui est complètement automatique finalement dans mon app et je peux plugger un nouveau module dans l'histoire ou en retirer un sans trop de difficulté. Alors après, il n'y a pas de magie. Si par exemple votre module C, il a besoin des informations de A et B et que vous retirez B, quand il va se connecter, A va fournir l'information, mais il n'y aura plus B, donc il ne va pas avoir l'information, ça ne marchera plus. Bien sûr, le système a des limites dans sa résilience. On a également modularisé nos modules. On est un petit peu taré, mais finalement, on s'est dit que c'était assez simple et enfin, ça rendait les choses un peu plus simples et surtout, ça nous permettait de faire un peu de réversibilité, dans le sens où, nos modules vont être composés de 4 sous-modules. Le premier, c'est l'API. L'API, il va contenir les services principaux. C'est vraiment le cœur du module, celui qui est capable de fournir de l'information et qui va également comporter les interfaces et les différents contrats qui sont implémentés pour faire fonctionner ce module. Ensuite, on va avoir le package UI. Donc, encore une fois, certains de nos modules, ils contiennent de l'UI pour être prêts à consommer et prêts à utiliser en fonction des besoins. On a un paquet ensuite qui est moins évident, mais c'est le plus intéressant dans notre histoire, c'est le paquet intégration. Et celui-ci, en fait, il va servir justement à fournir une implémentation prête à utiliser dans nos projets. À savoir, je vais avoir justement ma gateway déjà d'implémenter. Cette gateway sera déjà utiliser l'autobus et elle sera interpréter les paquets entrant et sortant. Ce qui fait que cet effort d'implémentation que j'aurais pu avoir sur les différents projets, je ne l'ai plus parce que je l'ai fait une seule fois, je l'ai fait pour mes modules. Alors si je venais à donner mon module à quelqu'un qui serait extérieur à mon organisation, effectivement, peut-être qu'il ne consommerait pas ce paquet. Ou s'il ne voulait pas de l'autobus, eh ben, il pourrait effectivement se passer de ce paquet et prendre juste l'API, par exemple, et faire son implémentation à sa sauce. Donc ça nous permet de toujours protéger un peu le fonctionnement, notre core business logique de nos gadgets technologiques. Comme ça, si jamais on doit faire un changement, on a juste à refaire cette partie intégration sans impacter le reste. Parce qu'en plus, on a des trucs comme par exemple notre framework de DI, pour avoir une injection automatique. En gros, on s'arrange pour avoir un système monométhode où en gros, on dit bah, très bien, initialise mon mode et lui, il va se charger de faire l'injection des tendances, la configuration du bus, l'initialisation des différents composants et ça marche sans qu'on se pose de questions. Ça, c'est le genre de sucre qui est ultra agréable, mais encore une fois, on est dans un environnement qui est très maîtrisé, on connaît très bien nos features et on sait très bien aussi comment elles vont être intégrées dans le projet, quasiment à l'identique d'un projet à l'autre. Et ça, c'est très important. Et enfin, le dernier petit paquet, c'est le sample. Le sample, il va fournir des activités et un contexte d'application pour exécuter le module tout seul. Donc, en gros, je peux compiler mon module et l'exécuter en tant qu'application pour faire des tests fonctionnels, pour faire du développement en dehors de mon app, parce que du coup, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, j'ai pas de piège d'une configuration locale ou modification locale qui aurait pu être faite. Et ça me permet aussi, par exemple, de faire des démos sur ma fonctionnalité en rétro ou ce genre de choses. Bon, je le rappelle, mais toutes les choses qui ont été faites ici ont été faites par des professionnels.
Et dans tous les cas, il ne faut pas essayer de faire ça tout seul à la maison, hein. Ça pourrait vous sauter à la figure. En particulier, un problème qu'on a eu. Alors, tout ça, on l'a fait, pour situer dans le contexte, il y a 2 ans. Donc ça commence un peu à dater, mais il n'empêche, que du coup, on a un peu, on a un peu de bouteille sur ce qu'on a fait, on a un peu de retour d'expérience et on n'a pas eu beaucoup de problèmes, c'était très surprenant. Par contre, on en a eu un, qui était assez cocasse. Un peu de la même manière de problème que je vous expliquais au début. On a eu des utilisateurs qui se plaignaient de contenu inaccessible, mais c'était vraiment sporadique. Heu, alors vu qu'on a une grosse masse d'utilisateurs, même là-dessus, on était sur des pourcentages qui étaient très bas, des décimales, mais on comprenait pas. On disait: «Mais là sur l'écran, sur l'écran de recette, j'ai un chargement infini». Alors, il y a quelque chose d'assez évident dans l'histoire, c'est qu'on s'est dit: «Il y a chargement infini». S'il y a chargement infini, au vu de nos systèmes de flux, c'est certainement qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas publié des événements et donc on avait, un petit service qui était en train de poireauter dans son coin, qui se disait: «Ouais, ouais, bah, je t'ai demandé la configuration là, mais il se passe rien là». Et probablement aussi qu'on avait oublié de mettre un timer quelque part, hein, donc on est coupable. Hem, donc on savait qu'il y avait un problème, mais on avait beau relire le code et repasser dessus, bah, niet quoi, il se passait rien. Et là, on a eu un peu de chance et c'est là où ça tient vraiment sur un coup de bol. On a eu un collègue qui avait un téléphone sur lequel il arrivait à le reproduire assez fréquemment. Quand je dis assez fréquemment, c'est, 1 fois sur 10 dans le meilleur des cas et 1 fois sur 30, 1 fois sur 50 dans le pire des cas. Toujours est-il qu'il arrivait à le reproduire et que du coup, on a pu un peu se plugger pour débugger dessus. C'est un petit côté, parce que là, on a quand même la double tartine. On a un event bus et on a du RX. Donc niveau debugging, on l'a cherché, hein, c'est compliqué. L'avantage, c'est que notre bus, on avait du debugging dessus, donc on avait un peu plus, de clarté. Donc on a eu on a pu identifier un problème, c'est que les paquets, quand on les publiait sur le bus, pas de souci, puis après ils disparaissaient, perdus dans l'espace, littéralement perdus dans l'espace. Et c'est vrai que c'était un problème de scheduler. Je vois passer dans le chat, les problèmes de scheduler, c'est des schedulers RX, hein, donc c'est pas nous, c'est vraiment ceux de RX qu'on a utilisés. On utilisait systématiquement, le scheduler IO. Et alors pour rappeler le fonctionnement du scheduler IO, il est assez sympathique. En gros, il a pas de limite de thread dans son pool. Il en crée autant qu'il en a besoin et puis, quand ils sont pas utilisés, il les recycle. Bah là, il s'est avéré qu'il a appuyé sur le bouton recyclage un peu trop fort et donc nos messages, ils arrivaient jamais à destination. En fait, on avait un peu recréé, des PD avec notre autobus parce qu'on a commandé des colis, ils étaient bien partis, mais ils arrivaient jamais. Pardon pour ceux qui travaillent chez DPD, j'aurais pu prendre n'importe quelle boîte, hein, FedEx, ça marche aussi. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Heu on a changé de scheduler. On a utilisé Scheduler Computation. Le Scheduler Computation, il a une subtilité qui est, lui, il crée au maximum de threads, hem, autorisés par le hardware. Donc son pool, il est grosso modo limité par le nombre de cœurs disponibles sur votre téléphone et si jamais il a pas la capacité de traiter, tranquillement, il met, votre requête en attente. Ça prend potentiellement un peu plus de temps, sachant que là, on envoie juste des petits paquets, l'effort de computation est extrêmement faible et du coup, on a résolu ce souci, plus de paquets perdus, plus, de loading infini, affaire réussie. Il n'empêche que, ça prouve bien que Eric, c'est quand même compliqué, nous, on comprend pas toujours tout ce qu'on fait, peut-être qu'ici, il y a des masters de RX. Nous, des fois, on a des petites surprises comme ça et effectivement, on en est parfois pas large. Allez, je vous propose un récap, de notre histoire pour, pour un peu rééclaircir, reconnecter un peu tous ces petits morceaux et puis, profiter d'une petite animation qui m'a pris du temps à faire, en fait. OK, je lance mon app. Hem, alors je vois dans le chat, non, on n'utilise pas Computation pour les accès discours réseau. On utilise bien IO pour cela. Hem, Remote config, language, user, legal, ce sont tous des modules qui sont, là, en l'occurrence, initialisés dès le départ, dès le lancement de mon app.
Ils sont connectés au bus parce qu'on se rappelle qu'on a un petit module intégration qui fait ce job pour nous. Et dans notre app, on a appelé les méthodes d'initialisation de ces différents modules. Quand ils se connectent, ils produisent, la première chose que font nos modules, c'est produire une identité, symbolisée sous la forme de ces petits tickets que vous voyez là. Les identités sont diffusées sur le bus, et à partir de là, toutes les gateways se connaissent. Et l'app aussi, accessoirement, connaît tous les modules qui sont connectés sur le bus. L'app a un petit travail à faire. Elle récupère sa configuration locale, elle décide d'en faire un paquet, et puis elle le publie également sur le bus. À partir du moment où il est sur le bus, toutes les gateways y ont accès. En l'occurrence, c'est la gateway de la remote config qu'on a besoin. Elle prend ce paquet, elle le dépiote et le fournit à la remote config. À partir de ce moment, la remote config est opérationnelle et on peut imaginer que mon app fait un appel à sa méthode getConfig et getConfig s'est résolu parce que l'ensemble des informations dont elle avait besoin étaient contenues dans le paquet qui avait été placé précédemment. Alors getConfig, c'est une méthode assez sympa parce que vu qu'elle fait partie du mode remote config, dans sa carte d'identité, elle a dit: moi, je suis capable de fournir une configuration aux gens qui sont sur le bus. Je crafte un paquet et ce paquet il va servir à mes collègues. Donc la gateway a récupéré l'information de la config, créé ce paquet, elle l'envoie sur le bus. Le bus automatiquement diffuse ce paquet aux différents éléments connectés dessus. Là aussi bien l'app que les différents modules. Il se trouve que là, on avait pas mal de modules qui avaient besoin de cette information pour faire leur traitement. Donc, du coup, elles font leur traitement et ça permet à l'app de progresser. Très bien, très cool, là, on a initialisé plein de choses, on est très content. Imaginons maintenant que j'arrive sur un écran, j'ai besoin de mon module qui contrôle les appliances, la sélection et la récupération de celles-ci. Je le branche sur le bus. Et en étant branché sur le bus, on connaît l'histoire. Elle fournit son identité, la diffuse sur le bus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde sait qui vient d'arriver sur le bus et ce dont elle a besoin et ce dont elle est capable de produire. Ça, sans cela, le mode language qui était capable de fournir la région actuelle de l'utilisateur, craft un paquet, le diffuse sur le bus et sera directement consommé par l'appliance puisque ça fait partie des informations qu'elle demande dans son identité. Mon appliance se trouve de facto initialisé avec les bons paramètres et opérationnel. Et voilà. Et voilà. Ça fait un truc assez magique à la fin. Et c'est pas spécialement plus compliqué que ça. Alors, j'ai conscience que ce talk était relativement conceptuel et qui s'appuyait sur des éléments comme le RX, qui sont pas forcément utilisés par tout le monde. J'espère cela dit avoir été suffisamment clair sur les métaphores que j'utilisais au niveau des tuyaux, parce que finalement, c'est rien d'autre que des tuyaux qu'on a créés. Si vous êtes utilisateur de Live Data, c'est à peu près le même fonctionnement. Vous avez des observables, vous subscribez dessus, et puis vous observez ce qui se passe, parce que derrière, il y a quelqu'un qui va publier des messages dedans. Et finalement, on a utilisé ce système de messagerie pour se rapprocher de systèmes comme on peut trouver sur un réseau informatique classique, où je vais brancher mon ordinateur sur un réseau, il va demander un bail DHCP et obtenir une adresse IP, par exemple. Ou avec le système 0conf, je suis connecté sur un serveur, j'annonce ce que je sais faire, je suis l'IP tant, je suis un service, je sais pas, qui fournit des médias. Voilà, vous me trouverez ici. Ou je suis une imprimante. On peut imaginer aussi le service bonjour qui fonctionne sur la même manière. La seule différence, c'est que là, on a appliqué à nos modules, on est un peu plus près du code, mais on a fait un mini réseau au final au milieu de notre application. Je tenais à remercier tout particulièrement des personnes qui, pendant la réalisation qui a commencé du coup en 2019, enfin la réflexion qui a commencé en 2019, puis la réalisation qui s'est poursuivie toute cette année, puis le début 2020. Je pense à Dragna, Olivier Pérez, Lou Coulouse, Milka Warzoy aussi, et puis j'ai oublié Jonathan Collet, alors je ne sais pas prononcer son Twitter, qui m'a trouvé l'excellente citation de Jake en milieu de slide qui me permet de me détendre un peu. Je vous remercie tous et tous. J'espère que j'ai été suffisamment clair.
et également suffisamment distrayant. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser, j'essaierai d'y répondre. Et encore une fois, merci à tous. Alors merci à toi Quentin. J'ai vu que tu répondais du coup dans le chat au fur et à mesure. J'en ai vu que certaines des questions, hein. J'ai pas toujours baissé les yeux sur le chat. Je suis navré, j'ai pas fait de favoritisme, mais c'était au moment où je pensais à regarder le chat. Ouais. On peut commencer par les questions sur Slido si tu veux. On a un anonyme qui nous dit: il se passe quoi si deux entités se connectent au bus et publient un paquet avec le même identifiant? Bah, c'est une bonne question parce que c'est jamais arrivé. Si je prends le col tel qu'il est, on aura aujourd'hui ces informations, elles ont juste une portée de debug. Donc finalement, ça fera que brouiller notre debug parce qu'on verra deux émetteurs avec le même identifiant. Après, j'imagine que ça sera pas la même instance. Donc mine de rien, avec l'instance, on aura quand même une différence entre les deux. Là, par contre, où ça pourrait être particulièrement chiant, c'est si tu décides de créer un paquet qui a exactement la même signature qu'un autre paquet. Du coup, tu pourrais t'amuser à écraser les informations du précédent paquet et si c'était malicieux, mais bon, il faudrait avoir un développeur dans ses équipes un peu sadique, de publier des paquets qui viendraient effacer les données des autres. Et comme on l'a vu que le système diffuse automatiquement l'information dès qu'elle est à jour, écraser les informations qui seraient vraies pour des informations qui seraient fausses. C'est vraiment tordu, hein. Après, on entre dans le défensif programming. Mais si jamais, vu que tout est interfacé et contractualisé, à l'entrée du bus, tu peux tout à fait faire des checks plus approfondis sur l'identité et refuser quelqu'un qui présenterait une carte d'identité trop similaire à un autre des composants déjà connectés, voire même intégrer un système de signature. Ok, deuxième Est-ce que j'ai question. répondu à ta question? Je, Pardon. enfin, je pense que oui. Je pourrais pas te le certifier, mais moi ça me semblait être ok. Sinon, n'hésitez pas à reposer la question différemment si vous avez besoin de compléments. Une deuxième question, est-ce que vous auriez un projet exemple sur GitHub qui reprendrait le principe exposé dans le talk? Je suis d'accord, ce serait bien. Non, il n'y a absolument rien. Il y a d'ailleurs très peu de code dans ma presse, j'en suis conscient. Après, c'est difficile à expliquer ce code et d'entrer dans le détail et de rester dans une durée de présentation qui soit convenable. Il y en a pas parce que finalement ce code il appartient au groupe SEB. J'imagine qu'on pourrait, en fait, techniquement il n'y a rien qui empêcherait qu'on le partage. Aujourd'hui on est très mauvais élèves au groupe SEB, on n'a pas de projet open source je crois, donc on ne sait pas faire ça. Mais si finalement il y a vraiment de la demande, je pense on peut imaginer publier en tout cas un exemple. Pas de librairie parce que globalement, finalement, on l'a remarqué, tout se définit dans les implémentations plutôt que dans les descriptions d'interface parce qu'elles sont ultra basiques les interfaces et c'est trois fois rien et ça dépend encore du besoin. Mais s'il y a vraiment une demande derrière, ouais, on pourrait peut-être essayer de publier, de faire un petit repo public sur GitHub avec un petit exemple de ça. Question suivante, de certains JCO, est-ce qu'il y a un timeout de debug dans le bus? Un timeout de debug dans le bus. Alors, tu peux préciser qu'est-ce qu'il ferait ce timeout? Là, je suis pas sûr de voir ce que c'est qu'un timeout de debug. Si tu veux préciser dans le chat, on le surveille aussi en même temps. Moi, je vois rien sur Slido. Je suis un peu triste. Ok, bah moi je les vois, il y a des questions qui se rajoutent petit à petit. Savoir à quel paquet manque pour continuer. Oui, 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 tout à fait. Cette logique a été implémentée par Lucoulouse. Et du coup, ce qui est fait, c'est un système de debug qui est activable sur demande, qui permet justement de recenser les identifications des différents éléments connectés sur le bus et de dire, ben là, vu que je sais que ce gars, il est censé consommer tel paquet et que moi, j'ai pas vu passer ce type de paquet, alors dans les logs, ça va de manière récurrente publier un message et dire mon module légal, il est toujours en attente du paquet de langage, je dis n'importe quoi.
et ça, il va le rappeler tant que effectivement ce paquet n'est pas fourni. Ce qui permet effectivement d'identifier les trous dans la raquette. Question suivante. Comment est-ce que vous faites pour tester l'isolation entre les modules? Plus généralement, comment assurer via des tests unitaires le fonctionnement du service Discovery? Alors, nos modules, déjà, on n'est pas monorepo. Chacun de nos modules a son propre repo. Donc, dans tous les cas, de facto, du fait qu'ils ont leur propre sample, ils sont complètement isolés du reste. Donc, le module ne connaît pas d'autres projets que lui-même. Et même si tu voulais le coder, finalement, et je sais pas, dans ton projet, tu récupérerais le code du module, tu feras un import sur ton projet, je sais pas, des dépendances cycliques. Quand tu réuploaderas sur GitHub, la PIC, elle te dira, moi, j'arrive pas à compiler sample, tu t'es planté, rentre chez toi avec ta PR. Après, pour répondre sur la partie TU, on a un test qui vaut ce qu'il vaut. Vu qu'on utilise Coin dans la partie implémentation du module, là on a mis c'est plus un test d'instrumentation qu'un test qu'un test unitaire à ce niveau-là, qui va initialiser les différents modules de Coin et vérifier qu'ils sont bien initialisables. Donc à partir du moment où tu aurais une dépendance qui serait extérieure ou mal configurée ou non présente, ben ce test ne passerait pas dans tous les cas. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, c'est suffisant ou... Et encore une fois, si tu as besoin de plus de précision, n'hésite pas à poser dans le chat ou à reposter sur Slido. On a JCO qui est revenu à la charge sur autre chose. Est-ce qu'il y a un moyen de générer un graphe de dépendance des modules connectés au bus? Non. Non, c'est une super bonne idée. Je vais en faire une TS et je vais la refiler à un développeur. Tiens, ah non, ça me fera les pieds. Non, je rigole. Toulouse. C'est une très bonne suggestion. J'ai publié un truc là, j'ai fait test. Tu l'as vu passer? Parce que moi, j'aimerais bien voir les questions, je les vois pas. Je suis un peu Bah, triste. tu dois pas être sur le bon Slido du coup. Moi, j'ai scanné le QR code que tu m'as passé. Ah bah peut-être que le QR code était pas bon. Le Ah, Slido s'appelle Frog de février. moi, c'est Frog 10-12. Ah non, ça c'était celui de décembre, je crois. Ok, d'accord. Bon, je dépends entièrement de toi pour assurer cette presse. Ok, donc je peux te poser des questions Cette question. ridicules, tu le sauras pas. Non, effectivement. De toute façon, là, on est arrivé à la dernière question. Merci encore pour ta presse, c'était grave cool. Puis même moi qui connaissais la moitié de l'histoire, ça m'a fait plaisir d'entendre que l'histoire avait une fin.